Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de House of Emile, Power of Aurélien. Et oui, c'est déjà la fin de l'été, j'espère bientôt la fin de la canicule. Du coup, d'ailleurs, je nous excuse par avance si vous écoutez des bruits de ventilateur. Il fait très chaud chez Aurélien, il fait très chaud chez moi à Nice. Donc j'espère que vous allez bien et on va aujourd'hui aborder donc nos coups de cœur du mois d'août et aussi un sujet spécial. Surprise, les autres coups de cœur de l'été, puisque on n'a jamais eu assez de coups de cœur. Je propose, avant de vous rafraîchir avec une lecture atlantéenne, on va dire, de Aurélien, tu nous parles de Marvel Boy. Alors oui, Marvel Boy qui sort en must-have et qui est un récit de Grant Morrison et J.J. Jones. C'est un titre qui est intéressant sur bien des points parce que déjà en fait c'est un titre du début des années 2000 qui signe un des rares titres en fait aussi bien de Grant Morrison chez Marvel. Alors certes il en a fait quelques autres dont un run fameux sur New X-Men, mais néanmoins le nombre de titres qu'elle a pu faire sur chez la Maison des Idées reste néanmoins assez restreint, et c'est un peu la même chose pour J.J. Jones dont l'œuvre se porte plus vers l'indé ou également vers DC. Alors pareil, on peut quand même citer chez lui du Black Widow et des épisodes ici ou là comme des épisodes d'Avengers ou de Captain America où il signe une page ou une petite histoire, mais sinon on le retrouve plutôt avec Mark Millar sur Wanted ou chez DC avec Final Crisis ou Before Watchmen. Donc c'est vrai que c'est des auteurs qu'on n'a pas énormément vu chez Marvel, et c'est l'occasion de les retrouver ici sur un titre, alors sur une mini-série qui à l'époque devait en fait servir à introduire un nouveau Captain Marvel, sauf que pour X raisons juste avant la sortie de la série, on dit à Grant Morrison qu'il faut qu'il trouve un autre nom, donc il l'appelle Marvel Boy. Et pour rester quand même dans cette idée que c'est un personnage d'importance vu qu'il porte le nom de la maison d'édition, et du coup c'est un nouveau personnage. Vraiment c'est l'idée principale qui sous-tend le récit, c'est que c'est l'introduction d'un nouveau perso chez Marvel, et c'est traité du coup de manière un peu événementielle vu que c'est un titre en plus de la gamme Marvel Knights, donc gamme on va dire un peu prestige quand même chez Marvel à cette époque. Et du coup, on va dire le principal point de départ, c'est que c'est un héros donc Kree, donc le race extraterrestre bien connu des lecteurs de l'univers Marvel, mais qui vient d'une autre dimension, donc qui vient du reste du multivers et qui se retrouve sur cette terre un peu par hasard, et qui va se retrouver avec les autorités qui vont le poursuivre, avec un super vilain également nouveau créé pour l'occasion qui est Midas, qui va le pourchasser, avec aussi l'aide de sa fille l'exterminatrix, du coup on se retrouve avec en fait plein d'ajouts à l'univers Marvel, que ce soit le personnage de Noh-Varr, donc Marvel Boy, mais aussi du coup les super vilains, et le personnage de Marvel Boy a ceci d'intéressant que déjà il a plein de super pouvoir, j'ai envie de dire très morrisonien, c'est-à-dire que on se retrouve avec un humain hybride amélioré avec de l'ADN de cafard, donc il y a un truc très comment dire, là-dessous, il y a un truc, j'ai envie de dire un peu troll de la part de Morrison, qui est de se dire quel serait l'équivalent un petit peu de Spider-Man,
qui à l'époque dégoûtait un peu les gens. Ah, il a les pouvoirs d'une araignée, ah c'est dégoûtant. C'est devenu quelque chose de complètement accepté après parce que le personnage est tellement cool que voilà, bah là il essaie de trouver un truc un petit peu dégueulasse de la même manière. Il trouve le cafard, idée excellente en soi parce qu'on sait très bien que le cafard est un animal increvable et que du coup cette idée d'avoir une créature qui est capable de survivre à une apocalypse nucléaire comme source de pouvoir, bon bah il y a un truc malin. Donc il y a à la fois un truc malin historiquement parlant avec cette référence à Spider-Man, mais aussi malin dans le côté les pouvoirs que ça peut laisser. Et en plus de ça, c'est un espèce de super guerrier Kree, donc qui a un équipement ultra badass, plein d'atouts dans sa manche, etc. Et on se retrouve ainsi avec un personnage qui est pas très agréable en fait. Un Noh-Varr, c'est un petit peu un sale gosse, et ça joue dans le côté c'est peut-être l'aspect le plus marvelien d'un personnage qui pourrait presque venir de DC Comics en fait, par je trouve la manière dont Morrison l'écrit, mais ce côté perso qui est un peu qui a des défauts très humains, très bah là c'est un peu son arrogance slash ce côté très sale gosse, encore une fois, que j'ai envie de dire, bah ça le rend à la fois très humain, et du coup c'est aussi comme ça qu'on s'attache à lui par son côté sale gosse, encore une fois, j'ai envie de dire. C'est une mini-série que je trouve qui en fait aurait pu être ce genre de mini-série qui disparaît un peu dans les limbes, parce que mine de rien, on trouve des références à l'univers Marvel, mais elles sont assez périphériques. Ça introduit des nouveaux personnages, mais qui sont des créations de Morrison qui va pas réutiliser tout de suite. Donc en plus, d'une certaine manière, Morrison, dès qu'il quitte Marvel, ces personnages-là, qui est-ce qui va en avoir quelque chose à foutre, j'ai envie de dire. Et pourtant, en fait, le truc, c'est que la création aussi bien de Noh-Varr que de Midas ou de la Terminatrix font que d'autres créateurs, que ce soit Bendis, que ce soit Jason Aaron, que ce soit etc., vont se dire putain, quand même, ils ont des trucs, ces personnages, ils ont des spécificités, ils ont une ambiance, ils délivrent quelque chose qui fait que j'ai envie de le réutiliser. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec Noh-Varr dans les rangs des Dark Avengers de Bendis, et plus tard dans le rang des Young Avengers de Kieron Gillen. Le point Kieron Gillen est atteint. Et le point Ewing aussi, parce qu'on est Gardiens de la Galaxie. Il est dans les Gardiens de la Galaxie d'Ewing. Et à côté de ça, Midas ou la Terminatrix sont des personnages qu'on retrouve en méchant ici ou là. Et d'ailleurs, qu'on retrouve réinventés également par Dennis Camp dans l'univers Ultimate. Le point de Dennis Camp est atteint. Vraiment, on va vraiment vous faire un bingo de nos émissions avec les... On est insupportable. Je nous trouve presque détestables à ce point-là. Et voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que Marvel Boys, c'est une genre de mini-série un peu explosive par des auteurs cultes qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Marvel, et qui ont fini par qui a fini par infuser chez un peu tous les meilleurs auteurs possibles et imaginables de la Maison des Idées. Franchement, je vous ai quand même donné envie de le lire, non? Et puis j'ai cru comprendre, c'est un ami qui m'a parlé de ça, que ce serait considéré aussi un peu comme un proto-lancement de l'univers Ultimate, parce que je crois qu'il y a des espèces de demi qu'on voit dans la BD qui sont après utilisés dans Ultimates. Alors après, je suis pas exactement sûr de ce que je raconte, mais on a évoqué ça un jour. Je sais pas si tu confirmes, mais... Il se trouve que quelqu'un chez Marvel avait dit que de manière un peu sibylline, qu'un comics Ultimate était déjà sorti avant Ultimate Spider-Man 1, et il est vrai qu'à un moment Morrison était pressenti pour peut-être aller sur Ultimate FF ou Ultimate X-Men avant que ça capote. Donc est-ce que il y a toujours un peu en fait une spéculation sur le fait que éventuellement c'était ce titre de Marvel Boy qui aurait pu être cette espèce de titre secret de la ligne Ultimate avant que ça se sache. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été confirmé ou infirmé.
Écoute, merci Aurélien pour aborder la très courte carrière de Morrison chez Marvel, mais quand même toujours intéressante. Du coup, moi j'ai passé un autre grand scénariste, alors là pour le coup qui a quand même fait de très très bons runs, aussi bien chez Marvel qu'ailleurs. On va parler de Jason Aaron avec son Namor. Oui, alors Namor, c'est sûr que c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de retrouver en solo dans une série, parce que moi je pense déjà à l'excellente série de Milligan et Harry Beach qu'on a fait en Must-Have. On a aussi du coup la mini-série un peu All Man Namor par Cantwell qui est très bonne aussi, et aussi donc comme on parlait un peu en off avec Aurélien un peu avant d'enregistrer, il y a aussi la série Invaders de Chip Zdarsky qu'on a sorti récemment en Deluxe, où le personnage de Namor aussi est un peu le personnage principal. Mais c'est intéressant en fait, et c'est assez logique de voir Aaron s'intéresser à ce personnage-là, puisque en fait Jason Aaron, chez Marvel, on va dire qu'il est tout connu pour évidemment son incroyable run sur Thor, et surtout pour travailler avec des personnages qui il va travailler surtout sur le questionnement de la dignité ou de la légitimité des personnages, que ce soit des dieux, des rois. Donc il y a eu Thor évidemment, il y a eu aussi Wolverine en tant que Wolverine qui se pose des questions, est-ce qu'il est légitime à être professeur / directeur des mutants dans la super série Wolverine des X-Men, et aussi donc là Punisher aussi interrogé, est-ce que Punisher aussi est une bonne personne, réponse non, pas du tout. Mais c'est vrai que Aaron récemment, pour être tout à fait honnête, sur les Avengers, il a quand même un peu déçu. C'est peut-être pas son meilleur travail, effectivement. Et après, il était peut-être pas forcément au niveau de ce qu'on pouvait attendre d'un scénariste qui a quand même donné des grandes heures chez Marvel, que ce soit son Ghost Rider aussi, ou justement le Thor dont évoqué. Et là, c'est vrai que je trouve ces dernières années, il est quand même revenu avec des runs, plutôt des mini-séries ou des maxi-séries assez intéressants. Donc, on a parlé du Punisher, effectivement. Chez la Disney Concurrence, il signe Absolute Superman, où là, je trouve que pour le coup, son style, un peu, on va dire, emphatique, des fois, avec une prose assez épique, marche pas trop avec le personnage de Superman, à mon sens, mais j'attends de voir, parce qu'il y a quand même des idées assez intéressantes où Superman devient un super syndicaliste de l'espace, que je trouve assez cool. Et il est aussi donc signé, si j'ai pas de bêtises, 12 épisodes des Tortues Ninja avant de laisser la main à un autre scénariste. Donc voilà, on voit qu'il fait un peu feu de tout bois. Et c'est vrai que là, sur ce Namor-là, il a aussi sa mini maxi série avec Mahmoud Asrar. Mahmoud Asrar sur en indé. Bug Wars, voilà. qui est très bien aussi. C'est vrai que j'avais oublié également le Batman Off-World avec Doug Mahnke, qui est vraiment délirant et qui est très très cool aussi. Où justement, pour le coup, si vous êtes comme moi un peu lassé par Batman, là il y a un côté un peu John Carter of Mars assez épique et un peu over the top avec Doug Mahnke qui se donne à cœur joie, et c'est vraiment splendide à voir, je trouve. Donc double parenthèse fermée, une mini maxi série, je sais pas comment dire, vu qu'il y a 8 ou 9 épisodes sur ce Namor là, par Aaron sur Namor. C'est intéressant, et c'est aussi intéressant puisqu'on est vraiment dans du pur Aaron. On a Namor qui se tient volontairement éloigné et qui est prisonnier à la surface et qui ne rentre pas en fait dans la mer alors qu'il y a un bordel pas possible sous l'eau, puisqu'en fait il n'y a plus de roi pour diriger les royaumes en fait sous la mer, et il y a une guerre en gros qui va se mener entre les différentes factions, et Namor petit à petit, à travers un jeu avec le passé qui est assez récurrent chez Aaron, évidemment on le retrouve chez Superman au moment du flashback, enfin Absolute Superman plutôt, avec tous les flashbacks qui vont constituer du coup l'histoire donc de ce Superman qui est un peu différent. Même chose évidemment avec Thor ou avec le Punisher, avec les allers-retours. Et donc là aussi, ce Namor là, avec le dessinateur du coup, donc Alex Lins et Paul Davidson, va à la fois constituer, je trouve, une très bonne porte d'entrée dans le personnage, puisqu'on va découvrir en gros toute l'enfance et l'adolescence de Namor, et ce qui a fait que en gros on l'a préparé à être un souverain, et surtout l'opposition qu'il a pu connaître déjà enfant entre ses valeurs d'héritier en fait du trône, et en même temps c'est un mutant, c'est aussi c'est un peu aussi un sang mêlé.
Et donc ce qui est intéressant vraiment avec ces flashbacks là, c'est que ça va être remis en parallèle avec lui, sa visite de tous les royaumes marins, et en fait le fait qu'en gros toutes les valeurs auxquelles il croit, et puis aussi l'expérience qu'il a pu acquérir au fil des années, en fait c'est un peu concrétisé, enfin comment dire, il a dû aussi affronter le réel, et être roi, voilà, c'est un peu un truc récurrent chez Aaron, que ce soit chez Conan ou ailleurs, c'est l'ourde et la couronne, quoi. Et on voit souvent le côté souverain ou Dieu usé par la mission, par le poids en fait du destin qui pèse sur leurs épaules. Et c'est vrai qu'en ça, ce Namor-là est vraiment, je trouve une excellente surprise, avec justement des moments vraiment très sanglants, comme des moments assez touchants justement avec sa mère. Donc ouais, non, très très bonne surprise. Et c'est vrai que je pense malheureusement, et c'est aussi pour ça que on va le mettre en avant ici, que ce sera pas une excellente vente, parce que c'est vrai que Namor est pas un personnage qui marche, mais c'est vraiment dommage, parce que je trouve que pour le coup, que ce soit la mini-série de Milligan ou celle-ci, à mon avis, vraiment, il y a quand même un corpus d'œuvres sur ce personnage-là qui est quand même assez passionnant. Et je trouve que, par exemple, si vous ne connaissez pas le personnage, c'est pour moi une excellente porte d'entrée et un très bon contrepoint au récit horrifique de Milligan, et que vous pouvez compléter avec le Cantwell aussi, pareil, qui est assez intéressant. Mais vraiment, cette mini maxi-série de Aaron est vraiment, je trouve, très intéressante. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Aurélien, mais j'ai beaucoup aimé aussi Aaron, comme tu dis, il est passé un peu de l'auteur qui tout réussit à celui où c'est un petit peu plus contrasté. Donc c'est vrai que j'ai abordé la maxi-série en sachant pas trop si j'allais aimer ou pas. J'ai trouvé le début très fort, très très bien. Je trouve que sur il y a une espèce de petit creux vers l'épisode 6 où je trouve il y a une espèce un peu de moment où ça un petit peu en creux, et par contre toute la fin est exceptionnelle, vraiment, dont c'est quasi christique à la fin. Ouais, non, mais le dernier épisode, il est incroyable, et du coup c'est vrai que je reste sur un sentiment vraiment de grande réussite, quoi. Ouais, c'est vraiment comme tu dis, ouais, une très bonne maxi-série. Je trouve que à la fois elle donne j'ai pas envie de dire un statu quo, mais en tout cas elle met Namor dans une position qui est très intéressante pour qui voudra l'utiliser par la suite. Et à côté de ça, c'est aussi un très bon récit, comme tu dis, pour découvrir le personnage, parce que à travers le récit dans le passé et dans le présent, à un moment de l'histoire du perso où il est un peu j'ai envie de dire dans les abysses, et c'est une bonne manière de découvrir plein de facettes du personnage tout en le redéfinissant pour lui donner un nouvel allant. C'est vraiment une œuvre intéressante. Je suis content que t'en parles, parce que c'est vrai que c'est j'espère qu'il y a des gens qui seront intrigués, qui iront y jeter un œil. Si vous aimez bien le perso, ou si vous êtes toujours un peu intrigué, etc., n'hésitez pas, c'est une bonne occasion. En plus, du coup, c'est un bon gros pavé de lecture, vu que il dépasse les 250 pages, donc on est sur un bon moment de lecture, quoi. Et du coup, je propose qu'on passe maintenant à nos autres coups de cœur de l'été. Donc c'est-à-dire qu'on a repris la période de juin, juillet, août, et on a sélectionné pour vous 2 autres coups de cœur, parce qu'on n'avait jamais encore assez coups de cœur. Bah oui, non, on est là pour en fait vous parler des BD qu'on aime, hein. Je crois qu'on a le but de l'émission est assez clair depuis maintenant plus d'un an et demi, et du coup oui, on a envie de vous en proposer encore plus. C'est ça. Donc moi je vais être assez bref, parce que c'est vrai que c'est un projet un peu particulier, et puis c'est vrai que la forme fait que justement vous pourrez l'aborder de manière différente. En fait, j'aimerais parler du Elektra et Wolverine, donc sous-titré donc le Rédempteur, qui est signé donc par Greg Rucka et Yoshitaka Amano. J'ai envie de dire signé d'une certaine manière, puisque donc Greg Rucka, qui était aussi donc qui est toujours un romancier et scénariste de comics, bien connu aussi des amateurs de polar, parce que pareil, il a quand même fait avec notamment Brubaker un formidable, je pense une de mes BD préférées chez DC Comics, donc Gotham Central. Il a aussi fait un run quand même très remarqué sur Wonder Woman. Il a fait The Old Guard aussi, qui est assez connu maintenant, ce qu'il a sur Netflix. Donc c'est un scénariste vraiment très
puis un run sur Wolverine aussi qui est pas mal avec Derek Robertson, et c'est un scénariste quand même assez moi je trouve intéressant, et là il signe du coup un roman illustré par Yoshitaka Amano, formidable dessinateur, illustrateur et chara designer japonais, qui est surtout connu pour son travail sur plusieurs sagas mythiques. Alors en Occident, on va surtout connaître la saga des Final Fantasy, qui continue d'illustrer pour des fois des magnifiques steelbooks sur les éditions collector. Mais voilà, au départ, il y a vraiment donc tout un travail de sa part sur les chara-design des personnages. Il est aussi connu pour l'illustration aussi donc d'une série de romans de fantasy très connue qui s'appelle donc la saga d'Amon, enfin Amon Saga, pardon. Et aussi et surtout, pour moi, c'est le chara-designer aussi de Vampire Hunter D, qui est donc une licence de roman pareil sur lequel il a fait les designs et qui sont magnifiés par donc le film de Kawajiri Bloodlust. Donc voilà. Yoshitaka Amano, donc immense dessinateur, et qui là du coup vient faire un artbook. Vraiment parce que chaque donc du coup texte en fait de Greg Rucka qui va raconter cette histoire de Elektra et Wolverine va être illustré aussi à côté donc d'une pleine page en fait de dessin de peinture en fait donc de Yoshitaka Amano, et c'est absolument magnifique. Du coup, vous avez pour le prix de 20€ à la fois un roman et un artbook, et c'est vrai que voilà l'histoire, je vais pas forcément entrer dans les détails parce que c'est une histoire en fait qui est quand même assez simple et qui a quelques rebondissements, mais en gros on se situe dans les premières années en fait de Wolverine, a priori au moment où il a son adamantium dans le corps. On voit qu'il a quand même quelques problèmes de mémoire déjà suite à son opération, et Elektra, donc son père a été assassiné, donc on est à peu près à ce moment-là de sa carrière, et Elektra va avoir un contrat dans lequel elle va devoir tuer quelqu'un, donc quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et elle va en fait l'assassiner devant les yeux donc de la fille du coup de la personne qui est assassinée, et Wolverine va être embauché pour protéger ce témoin-là. Et évidemment il va y avoir quelques rebondissements parce qu'évidemment chaque personne n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être, et c'est plutôt intéressant, et surtout c'est magnifique. Du coup là vous avez vraiment un vrai roman graphique de cette manière, et c'est vrai que c'est un récit qu'on n'avait plus forcément disponible au catalogue et qu'on est très content de pouvoir proposer, et qui est vraiment, je trouve, une belle expérience vraiment graphique de la part d'Amano, qui a pas fait tant de choses que ça finalement en comics, même si finalement on le retrouve quand même de temps en temps. Il a fait des variant cover sur Batman, il a aussi fait des fois deux trois illustrations pour notamment il a fait des couvertures pour l'adaptation de Macross aussi en une version un peu américaine, et donc que j'avais chopé justement en occasion. Donc vraiment ouais, c'est un travail assez rare de sa part sur des BD américaines, mais du coup si vous avez l'occasion et que vous ne connaissez pas et que vous aimez son travail, je pense que c'est absolument indispensable. Et du coup, on avait dit qu'on était insupportable parce que on parlait un peu toujours des mêmes titres. Je pense que là, non. À mon avis, il y a un certain Ryan North ou des auditeurs qui n'aiment pas son travail sur les FF qui risquent de porter plainte contre toi, Aurélien. Parce que il semblerait que tu en fasses un peu trop avec le Fantastic Four de Ryan North. Je vais pas les faire mentir aujourd'hui. Du coup, sur la période de l'été, oui, je vais vous parler du tome 2 des Fantastic Four de Ryan North. Alors, je vais être bref, je pense que j'ai parlé déjà suffisamment régulièrement du tome 1 et de tout l'amour que j'ai pour ce titre. Et puis, de toute façon, quand on arrivera au tome 3, j'en reparlerai. Donc, ce que j'allais dire, j'ai dit, je regardais en fait quand sur le tome 3 pour savoir déjà quel slot caché sur l'émission. Spoiler, ce sera en début d'année 2026. Là donc le tome 2, c'est le deuxième tiers de sa série. Alors on ne s'inquiète pas, la série est relaunchée après ça, toujours avec Ryan North mais cette fois-ci avec Humberto Ramos. Mais donc là, on va parler des épisodes, on va parler brièvement encore une fois des épisodes 12 à 22 de cette première série, des épisodes illustrés alors par plusieurs dessinateurs, parce qu'on a Iban Coelho, donc qui était un peu le dessinateur de base de la série. On a en fait Ivan Fiorelli qui en dessine pas mal et qui était déjà un peu l'artiste secondaire au moment d'Iban Coelho, donc qui va être un peu de fait l'artiste principal de presque de la série complète. On a aussi Carlos Gomez qui va faire quelques épisodes, Francesco Tarino. On est sur des dessinateurs au style qui sont quand même assez compatibles. On n'a pas de grosses fractures de style, donc on
lit le tome un petit peu, bon, en oubliant presque qu'il y a des changements de dessinateurs. En plus, il y a ce côté qui était déjà présent sur le tome 1 et qui pour moi est la grande force du titre, hein, et qui est ce côté plein d'histoires en un ou deux épisodes. Grosso modo, ici, on a donc 9 histoires donc qui s'égrènent au fil du volume, avec en fait en ouverture un double épisode autour de dinosaures. Ouais, voilà, d'une dimension parallèle avec des dinosaures. Alors les lecteurs d'Excalibur, hein, dont je parlais il y a quelques émissions de ça, seront pas spécialement choqués. C'est pas la première fois qu'ils voient des super-héros en costume de dinosaures, mais décidément il y a une trigger warning Triceratops. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça reste très fun, avec notamment l'introduction d'un Fatalis T-Rex, qui est le pendant de notre Fatalis, et qui voilà, il y a plein d'idées. Encore une fois, sur 2 épisodes, il y a plus d'idées que pour tout un run complet, quoi, on a envie de dire. Et ça, c'est avant d'arriver à un épisode centré sur on va dire les jeunes, tous les jeunes qui gravitent autour des 4 fantastiques. C'est avant de faire un épisode avec une histoire de meurtre à résoudre à travers du voyage dans le temps. C'est génial. C'est une idée. Ouais, c'est avant d'avoir un épisode en polar noir et blanc, façon récit noir à la Dashiell Hammett. J'ai envie de dire, c'est génial à chaque fois. Mais oui, c'est ça. Il y a des idées folles à chaque épisode. Il y a tout un truc autour de la torche et la chose qui cherche à avoir du boulot, et en fait ça va donner un récit à la fois ultra drôle et ultra émouvant, et ça se termine à nouveau par un double épisode, cette fois-ci en tie-in à Blood Hunt, qui est sorti en début d'année. Oh mon dieu, c'est pas synchro. Franchement, on s'en fout. Le fait est que il y a pas besoin d'avoir lu Blood Hunt. Il n'y a pas besoin de savoir ce qui se passe dans Blood Hunt pour en profiter, et à l'inverse, ça spoil pas. Aussi, ça spoil un petit truc de Blood Hunt quand même, mais bon, un truc qui est très important pour la suite de l'histoire des 4 fantastiques. Mais surtout, ça donne lieu à des duos absolument improbables, dont le principal, celui qui sert d'arche narrative principale sur les 2 épisodes, c'est un duo entre Reed Richards et Alicia Masters Grimm, du coup, maintenant. C'est vrai que ces 2 personnages qu'on voit très 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 peu interagir dans toute l'histoire des FF, alors que pourtant, voilà, ils cohabitent depuis longtemps au sein de la série. Mais là, c'est vraiment de mémoire leur plus grosse interaction à date, hein. Et ça donne un épisode qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire, tout en étant un épisode ultra cool d'invasion de vampires. Donc non, c'est un tome, encore une fois, vraiment super, porté en plus par des superbes couvertures d'Alex Ross. Voilà, encore une fois, j'ai envie de dire, si vous avez lu le tome 1, vous savez pourquoi c'est génial. Si vous avez toujours pas lu le tome 1, j'ai envie de dire que je fais mal mon boulot, parce que putain, j'en parle quand même. Et voilà, et vraiment c'est vraiment une super série. Et quand j'ai préparé l'émission, je regardais ce qu'il y avait dans le tome 3, et oh là là, c'est encore trop bien aussi. Voilà, donc c'est vraiment c'est vraiment mon coup de cœur de l'été, et c'est rien d'étonnant à cela, j'ai envie de dire, si vous écoutez nos émissions depuis quelques temps. Ouais, quand j'ai attaqué ce tome 2, parce que je suis à la fois impatient de les lire, mais en même temps assez patient, parce que je sais que si je lis un chapitre, je vais vouloir la suite. Et donc là, du coup, j'ai attendu le rôle de luxe. Et c'est vrai que je crois que je t'écrivais en direct à chaque fin de mini-arc, et j'étais en mode genre, ah putain, c'est trop bien. Ah oui, non mais moi, le truc avec Lia, je suis en mode genre, comment ça part d'un truc tout bête et ça devient super touchant. L'histoire justement de meurtre impossible à résoudre, et qui est une super idée, et qui arrive sur une caractérisation des personnages et de l'amour que les personnages peuvent se porter.
c'est à chaque fois en fait c'est un concept qui peut paraître un peu un gimmick ou ce que je sais qu'on peut reprocher souvent à Ryan North, j'ai pu voir ça, ou Dennis Kemp aussi a un peu le même reproche apparemment, de avoir cette écriture un peu à concept ou à gimmick par épisode, mais c'est vrai que en fait je trouve ça tellement, enfin faut quand même le sortir quoi. C'est con, mais enfin je veux dire ouais, comme tu dis, il y a des runs qui ont moins d'idées que ça. Et là, par épisode, il y a quand même une idée forte qui aide aussi à servir le propos et qui en même temps permet de développer les personnages. Je ne peux pas être plus péremptoire que ça. C'est un chef-d'œuvre permanent. C'est voilà, c'est pour moi, c'est une lecture essentielle. Et oui, il y a pas, j'ai vu aussi le côté, il y a pas de grand fil rouge. Non, mais vous avez 9 histoires de SF géniales. Voilà, bon, oui, il y a pas de fil rouge, ouais, mais bon, je trouve que entre les deux choix, des fois, les fils rouges, on les a dans d'autres séries. Là, on a le côté plein d'histoires géniales. Ouais. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté comics à l'ancienne aussi d'avoir, c'est ça, un numéro, une histoire aussi. Donc, c'est vrai que je suis pas forcément, je contredis contre-cums l'argument fil rouge. Ok. Bon, bah écoutez, c'était la fin de cette série hebdomadaire. Ouf, on est fatigué. Plus jamais. On fait ça. Plus non, jamais. en vrai, c'était cool à faire. C'était vraiment cool à faire. Il y avait un côté aussi pour nous dans la préparation, l'idée de vous retrouver quand même toutes les semaines. Voilà. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter autant que nous on a pris plaisir à vous retrouver. À s'écouter parler. Ouais, à s'écouter parler. Non, mais à vous retrouver à distance quand même parce qu'il y a un truc super chouette. Et du coup, on reprend un rythme mensuel ou bimensuel suivant les mois, en tout cas pour la fin de l'année, et on a plein de choses qu'on est en train de vous préparer et qu'on a hâte de vous faire écouter. Ouais. Bon écoutez, bonne fin d'été à tout le monde et bonne semaine, et du coup on se retrouve dans quelques semaines, je ne sais pas quand. En septembre. Oui voilà. Bon, ça c'est sûr. Allez, ciao. Salut.